Bien, donc c'est le deuxième module de base de données qui fait partie du module de développement web. Alors, quelques livres, quelques références à partir desquelles donc j'ai construit ce cours. Donc ce sont quelques livres et puis un site web ici. Alors ces livres sont assez anciens en termes d'informatique, ils doivent avoir 4 ou 5 ans. Mais par rapport aux fonctionnalités de MySQL, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ils ont l'avantage d'être de qualité, bien entendu. Donc vous avez quelques livres, quelques sites web ici que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Alors le plan, c'est celui-là. Donc c'est un plan qui a l'avantage ici, sur le document PDF que je mettrai en ligne, d'être un plan dynamique. Vous pouvez cliquer sur les liens et ça vous renvoie directement sur la page. Évidemment, là, c'est en version papier, c'est un petit peu moins intéressant parce qu'il n'y a pas les numéros de page, mais peu importe. Vous voyez la structure de ce qu'on va étudier. Tout d'abord, on va étudier une étude de cas, la base de données Shuttershop. Alors, cette étude de cas, elle est intéressante parce qu'elle est suffisamment complexe pour être à peu près représentative du genre de base de données que vous pourriez avoir à faire dans un projet ou même dans une association ou dans un contexte pas trop difficile, pas trop complexe, mais quand même avec une certaine complexité. On va revoir la majorité des choses qu'on a vues l'année dernière. Et puis ensuite, on ira plus dans tout ce qui va être administration de base de données. Donc tout ce qu'on n'avait pas fait l'année dernière, qui est l'installation du serveur, la gestion des utilisateurs, etc. Tout ça. Donc on va voir tout ça. Et puis après, on va focaliser sur des compléments de SQL. Donc SQL, on a vu les requêtes select, from where, avec sélection, projection, jointure. Mais il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont disponibles en SQL. Voilà, donc on va voir tout ça, on va voir les vues, les sous-requêtes, les mises à jour, etc. Et on terminera sur une fonctionnalité qui est très intéressante en MySQL, qui s'appelle le SQL dynamique, qui est en fait un langage de programmation qui est intégré à MySQL. Ce qui permet d'aller encore au-delà des fonctionnalités par défaut de MySQL, quitte à rajouter un petit morceau de programme. C'est un peu la philosophie que vous allez utiliser quand vous allez créer des sites web en rajoutant des scripts. Là, c'est un peu la même chose. Mais ça permet d'aller vraiment, d'être au plus près des données qui sont stockées dans la base de données, et ça permet de faire des choses très intéressantes avec ces données. Alors tout d'abord, l'étude de cas. Donc l'étude de cas, c'est une base de données qui s'appelle Shuttershop et qui a été créée pour la gestion de photos et de clients qui achètent les droits de ces photos. C'est une base de données que j'ai récupérée sur Internet. C'est un étudiant qui avait de l'université de Stanford qui avait étudié cette base de données. Et puis après, moi, je l'ai développée un petit peu. Mais c'est vraiment à partir de son travail que je vous propose cette étude de cas. Alors, dans cette étude de cas, on doit donc gérer une base de données dont les droits, une base de données de photos dont les droits peuvent être achetés sur Internet. Alors il y a donc deux grandes parties dans cette base de données. Il y a tout d'abord un catalogue avec les photos, les genres, les photographes, les personnes qui sont photographiées, les endroits, etc. Et puis vous avez une partie avec tout ce qui va être les transactions. Quand je parle d'une transaction, c'est-à-dire un achat de photos, d'accord ? Un achat de photos par un client. Donc il y a toute la partie base de données qui doit gérer, qui doit stocker les informations des clients, qui doit stocker les informations sur qui a acheté quelle photo, à quel prix, en combien d'exemplaires, s'il y a plusieurs exemplaires possibles, etc. Alors les photos, les photos, on a quoi comme information pour décrire les photos ? On a le type, noir et blanc ou couleur. On va avoir le type de film, la vitesse d'obturation, le prix, un certain nombre d'informations pour décrire chaque photo. Pour les genres, pareil, on va savoir si on a une photo qui décrit un paysage, un portrait, si c'est une photo plus abstraite, etc. On a des informations biographiques sur les photographes et sur les modèles. Les modèles, c'est donc les gens qui sont pris en photo, qu'on retrouve sur les photos, sur les portraits. Et puis, on va donc avoir les informations sur les clients, le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc., numéro de carte bleue et autres. Et des informations sur les transactions, donc sur les achats de photos. Qui a acheté quoi, quand, pour un total de combien, etc. Alors, quand on crée une base de données,
c'est comme quand on crée un logiciel, en fait, on a une étape de conception, d'accord? On ne commence pas direct à se mettre devant sa machine et à coder, ou direct à se mettre devant sa machine et à créer sa base de données, ou à taper ses requêtes, ou voilà, il faut d'abord réfléchir à ce qu'on va faire. Et pour réfléchir, on a ce qu'on appelle, il y a plusieurs outils qui sont à disposition, et les outils sont des outils en général graphiques, qu'on va soit utiliser au travers d'une application qui va nous permettre de faire ce genre de schéma, soit tout simplement on prend un papier et un crayon et puis on fait notre schéma à nous. L'outil en question, c'est pas le logiciel, c'est le type de schéma qu'on est en train de faire. Alors ici, on a ce qu'on appelle des cas d'utilisation, qui sont une manière de représenter des grandes utilisations pour une base de données ou un logiciel, et qui font partie du langage UML. Le langage UML, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on a fait des diagrammes de classe pour représenter des bases de données. Avant de construire des bases de données, on faisait un diagramme de classe. On reliait des classes, on faisait des rectangles, on reliait des rectangles entre eux avec des associations, ce genre de choses. Les diagrammes de classe, ça fait partie du UML aussi. Et dans UML, on a, entre autres, aussi les cas d'utilisation, qui sont des petits dessins dans lesquels on va essentiellement représenter des petits bonhommes, et puis des ronds comme ceci, avec à l'intérieur des informations qui vont dire en gros voilà ce que notre base de données elle est censée faire. Et puis quels sont les acteurs qui agissent sur la base de données. Donc ici on a des clients, on a le système qui va permettre de lancer les calculs de prix, etc. On va avoir l'administrateur du serveur de base de données et on va avoir le gestionnaire du site. Donc on est en train d'essayer de créer un site web sur lequel on va proposer des photos et sur lequel des clients vont pouvoir les regarder et les acheter éventuellement. Donc il y a l'aspect base de données qu'on va regarder nous, mais il ne faut pas oublier que cette base de données-là, elle va être utilisée par le fameux système ici, le logiciel, le site web que vous êtes en train de créer. D'accord ? Ce n'est pas le client lui-même qui va faire sa requête select from bidule parce que voilà, moi je suis un client lambda, je sais qu'il y a un endroit où il y a des photos et donc je vais faire ma requête SQL pour voir la liste des photos. Bien sûr que ça ne se passe pas comme ça, d'accord ? Le client il va aller sur sa page web et puis graphiquement il aura la liste de toutes les photos, sachant que la liste de toutes ces photos-là, elle va être récupérée par la page web elle-même. Donc la page web elle-même, c'est un acteur qui va avoir un accès à la base de données. C'est ce que j'ai appelé le système ici. Donc il y a 4 types d'acteurs. Il y a 3 acteurs humains. Le client qui lui va aller sur le site web pour regarder et ou acheter. Le gestionnaire du site web, c'est-à-dire celui qui va mettre de nouvelles photos, qui va fixer le prix des photos, qui va regarder si tout se passe bien. L'administrateur de la base de données, en général c'est 2 personnes différentes. Si votre site web il est hébergé chez, je sais pas qui, chez Free par exemple, peu importe, chez Free, il y a un administrateur du serveur MySQL qui gère toutes les bases de données de tous les gens qui ont une base de données chez Free. Et puis, chaque base de données va avoir un administrateur qui va être en général le gestionnaire du site qui utilise la base de données. D'accord ? Il faut bien que vous ayez compris qu'il y a des acteurs différents. Il y a, jusqu'à présent, l'année dernière, quand on a fait des requêtes sur un serveur MySQL, on était l'administrateur du serveur. On pouvait créer des bases de données, on pouvait créer des tables, on pouvait créer des requêtes, etc. On pouvait tout faire. Maintenant, il faut bien distinguer que vous avez un administrateur de base de données qui, lui, peut tout faire sur toutes les bases de données. Et pour notre étude de cas, vous avez aussi une autre personne qui est le gestionnaire du site, qui va potentiellement créer les pages web et puis gérer uniquement sa base de données Shuttershop. Et enfin, vous avez les pages web du système, du site web, qui vont accéder aux données. Donc, un acteur logiciel et 3 acteurs humains ici, qui vont avoir des accès différents aux photos. Si on veut raffiner un tout petit peu, on pourrait présenter les choses comme ceci. On a d'un côté la liste des photos, des artistes, des genres, etc. Et puis de l'autre côté, on a tout ce qui concerne donc les transactions, les achats de photos. Alors, les achats de photos et la liste des photos, le contenu du site, tout ça, l'administrateur de la base de données, il a accès, puisqu'il a accès en fait à toutes les bases de données. D'accord ? Donc là, il n'y a aucun problème sur tout ce qui est transactions et le contenu. De toute façon, l'administrateur de la base de données, il a accès à toutes les bases de données, donc à toutes les données de la base Shuttershop.
Après, le gestionnaire du site, lui, va essentiellement ajouter, modifier ou consulter des photos, donner le prix de telle photo, dire ben voilà, j'ai tel artiste qui a fait telle photo, je la mets en accès dans mon catalogue, voilà, il va essentiellement faire ça. Alors que le client, lui, de son côté, il va pouvoir consulter ce catalogue, comme on l'a dit, il va pouvoir éventuellement passer des transactions, et ces transactions-là, en fait, la gestion de ces transactions-là, certes, l'administrateur de base de données peut avoir un regard sur ces transactions, mais comme il a géré toutes les autres bases de données, en fait, il ne va pas s'intéresser précisément à ça, même s'il peut le faire. Tout ce qui va être gestion ici des transactions, ça sera le site web. D'accord ? J'aurais pu le rajouter ici pour la gestion des transactions. En fait, ça va être même plus technique que ça. Ça va être la base de données elle-même qui, après configuration, devra gérer elle-même les transactions. Par exemple, je suis un client lambda, je veux acheter 4 photos, dont 2 exemplaires de la troisième photo. Je ne vais pas demander au gestionnaire du site, je ne vais pas contacter le gestionnaire du site pour lui dire combien ça va me coûter au total. D'accord ? Le montant total de mon achat, donc de mes 4 photos, un exemplaire de la première, un de la deuxième et 2 exemplaires de la troisième, ce montant-là va être calculé automatiquement par le site. Heureusement. Donc c'est ce qui est fait ici. C'est pour ça que je n'ai pas mis d'accès direct entre le gestionnaire du site et les transactions. Souvent d'ailleurs, si je reviens sur ce transparent-là, numéro 7, le gestionnaire du site, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas la connaissance SQL nécessaire pour faire ce genre de manipulation directement sur la base. C'est-à-dire que le gestionnaire du site ici va a priori utiliser une page web spécifique, dite back-office, pour avoir accès à ces données. Et puis le client, lui, va avoir accès au front office de l'application. Alors une fois qu'on a tout ça en tête, ça va être important parce que ça va nous aider à déterminer qui a le droit de faire quoi sur les données de la base de données. Maintenant, on va s'intéresser à la base de données en elle-même. Alors la base de données, elle vous est proposée, d'accord ? Vous n'avez pas, a priori, dans cette étude de cas, à la concevoir. Ça, c'était ce qu'on a vu l'année dernière. Donc dans cette base de données, voilà le diagramme de classe UML, le fameux, donc encore un élément du langage UML. Alors on va en voir plusieurs versions, mais la première version est la suivante. On a des photos, une table avec des photos. On a une table avec des auteurs. Chaque auteur, pour chaque auteur, on peut savoir par qui il a été influencé. Donc c'est l'association influence ici. Et puis on sait quelle photo a été prise par quel auteur avec la classe association takes. Cette classe photo est divisée en sous-classes. Donc les photos de type abstrait, les photos de type landscape, donc paysage, et les photos de type portrait. Et puis, pour les portraits, on a l'association de la classe portrait avec la classe modèle. Donc la classe modèle regroupe l'ensemble de toutes les personnes qui sont prises en photo dans les photos de type portrait. Et évidemment, grâce à la classe association modèles, on sait quelle personne est présente sur quelle photo de type portrait. Et enfin, on a la classe transaction qui permet de regrouper toutes les informations sur les transactions. Donc ici, on a des informations sur les clients. Ici, le numéro du client, le numéro de carte bleue, le type de la carte bleue, la date d'expiration de la carte bleue, la date de la transaction, le montant, et puis ici des informations plus nominatives, enfin plus perso sur le client, le nom du client, son password, alors ça c'est l'identifiant, son password, son nom, son adresse, etc. Donc là on va faire un petit rappel de ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire notamment en termes de normalisation. On pourrait utiliser cette base de données directement à partir de ça, mais on va essayer de retrouver un peu les notions qu'on avait vues l'année dernière. Je rappelle, quand on a un premier jet du diagramme de classe, UML pour une base de données, on va, à partir de ce premier jet, créer un diagramme de classe Workbench. C'était la méthode avec laquelle on avait travaillé l'année dernière. Pour ça, toutes les classes associations deviennent des tables, et toutes les associations NN sont divisées en 2 associations 1N. Donc on va voir à quoi ça correspond. Juste le lexique ici, ça c'est pareil, on ne va pas y passer 3 heures sur ce transparent, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre la base de données, tous les éléments qui sont dans la base de données. Par exemple, bio, ici c'est une courte biographie du photographe. Si vous avez un attribut obscur, vous vous référez à ce transparent-là, et vous aurez sa signification.
Donc on passe en diagramme workbench et puis après on passe en relationnel. Et quand on arrive en relationnel, on obtient, je vous le rappelle, un schéma relationnel comme celui-là. Vous voyez qu'il est un tout petit peu plus complexe que ceux qu'on avait pu étudier l'année dernière. Un petit peu plus long en fait, il n'est pas plus compliqué mais il est plus long. Je vous rappelle les éléments. Là on a le nom des tables, entre parenthèses la liste des attributs, des colonnes. Les attributs qui sont soulignés sont les attributs clés primaires qui forment la clé primaire, et les attributs ici qui sont en italique sont des attributs qui sont clés étrangères. On peut avoir des attributs qui sont dans la clé primaire qui en même temps sont clés étrangères. On ne va pas revoir tout ça, il faut, si jamais c'est obscur pour vous, reprenez le cours de l'année dernière. Donc à partir de cette version 1, on pourrait travailler simplement, je vous le rappelle encore, ça c'est aussi un rappel de l'année dernière, le schéma n'est pas normalisé, en tout cas on n'a pas vérifié qu'il était normalisé. Alors pour vérifier qu'il est normalisé, il faut regarder s'il n'y a pas des dépendances fonctionnelles qui nous gênent. Une dépendance fonctionnelle, je vous rappelle, c'est quand on a un attribut qui implique un autre attribut. Par exemple ici, si je connais l'identifiant d'une personne, alors pour un même identifiant, j'aurai les mêmes informations. Or là, si on revient sur le diagramme de classe, comme tout est mis dans une même classe transaction, si un même client effectue plusieurs transactions, ça veut dire qu'à chaque fois on va avoir un numéro de transaction différent et que donc on aura à répéter les mêmes informations personnelles sur le client. Et c'est une perte de place évidemment très importante. Donc ça c'est parce qu'on n'a pas mis en troisième forme normale, c'est parce qu'on n'a pas traité les dépendances fonctionnelles. Donc il y a cette dépendance qui est gênante. Et puis de plus, il y a une autre dépendance qui fait que c'est pas en troisième forme normale pour le coup, sachant que la première empêche la deuxième forme normale. La dépendance qui nous gêne, c'est le fait que quand on connaît le lieu et le pays, alors il n'y a qu'une seule description possible. En tout cas, c'est à chaque fois la même description. Et ça, c'est pas pris en compte non plus dans la base de données, donc ça implique de la redondance et des anomalies et tout ce qu'on avait vu l'année dernière. Et en plus, on a dans transaction le fait que le numéro de transaction implique le nom de login de l'utilisateur, d'accord, l'identifiant de l'utilisateur. Or, du coup, donc, il y a une dépendance fonctionnelle au sein même de la clé primaire, et ça veut dire que la clé primaire n'est pas la plus petite possible, et ça c'est pareil, on aime bien avoir la clé primaire la plus petite en général réduite à un attribut si on le peut. Donc tout ça, on va le traiter. Alors là, je vous renvoie à ce qu'on avait fait l'année dernière. Et au final, on obtient une version numéro 2 qui est dite normalisée, qui ne possède plus ces dépendances fonctionnelles qui gênent parce que, je vais passer assez vite, si on revient sur le diagramme de classe, voilà, on va avoir dans Landscape, en fait, on a extrait une table Location, okay, avec le lieu, pour ne pas répéter plusieurs fois la description. Et puis dans transaction, c'est surtout là où on voit le gain de place. On va avoir, en fait, on va diviser transaction en deux tables, comme on le fait habituellement quand on veut traiter une dépendance fonctionnelle. Une table transaction et une table client. Pour ne pas avoir à répéter toutes les informations sur le client à chaque fois que ce client effectue une transaction. On ne répétera que son identifiant. Voilà. On obtient donc ce diagramme de classe normalisé. Ici, on a séparé les informations, on a créé location, on a relié à landscape, et puis on a séparé transaction et customer. Et normalement, avec cette base de données-là, on aura moins de redondance et moins d'anomalies de stockage. Donc, à partir du diagramme de classe, du diagramme de classe UML, pardon, on va obtenir le schéma UML façon workbench, qui, je vous le rappelle, est une étape intermédiaire entre le diagramme de classe et le schéma relationnel. Donc on obtient tout ça. Pareil, là je vous renvoie à ce qu'on a fait l'année dernière. Ça c'est une autre version. Dans celle-là, il n'y a pas les types de données. Là, il y a les types de données. Vous voyez on retrouve les cardinalités. On n'a que des associations 1n. Je vous rappelle, une association 1n, quand je dis 1n, ce sont les cardinalités maximales. Donc ici, on a 1 étoile, étoile c'est la même chose que n. 1 à plusieurs, d'accord. Ici, on doit avoir 1 à 1, donc ça marche aussi. 1 étoile, 1, 1, voilà, on n'a que des associations 1 étoile ou 1, 1, mais plus étoile, étoile ou NN.
Donc ça, c'est une autre manière de représenter le diagramme de classe façon workbench. On va passer et on obtient ce schéma relationnel-là, un tout petit peu plus long que le précédent, avec 2 tables en plus et quelques clés étrangères supplémentaires. Donc une fois qu'on a ce schéma relationnel-là, qu'on a le diagramme de classe façon workbench, vous savez que vous pouvez, grâce au workbench, générer automatiquement les instructions SQL qui vont créer toutes ces tables. Si je le fais, là je vous ai mis le code, donc c'est pareil, c'est vraiment à titre indicatif, hein, on ne va pas aller dans le détail du code, mais le code là qui s'étale sur 4 ou 5 ou 6 ou 7 pages, 7 transparents, ce sont toutes les instructions SQL qui vont permettre de créer le schéma relationnel précédent. Et toutes ces instructions-là, elles sont générées automatiquement à partir du schéma SQL façon workbench. D'accord ? Donc voilà, c'était quelques rappels. Alors, maintenant qu'on a fait ces rappels-là, on s'est remis un peu dans le bain des bases de données. On a une application web avec une base de données pour gérer des photos et des achats de photos. Voyons comment on peut expliciter tout ça au niveau de l'utilisation de ce site web. Parce que, en fait, une des missions vers lesquelles on veut aller, une fois qu'on a créé la base de données, on sait qu'on va avoir plusieurs accès différents à la base de données. Il y a les utilisateurs qui vont vouloir visualiser le contenu de la base de données via les pages web. On va avoir l'administrateur de la base de données, du site, qui lui va vouloir rajouter des photos. Donc chaque acteur, par rapport à cette application-là, va vouloir faire des choses différentes. Et donc les droits qu'on va lui attribuer pour manipuler les données, qu'on va leur attribuer pour manipuler les données, vont être différents. Du coup, il faut bien savoir exactement comment ça va se passer. Alors ça va se passer de la manière suivante. Vous aurez ici le serveur MySQL avec la base Shuttershop et puis toutes les autres bases de données qui sont dans un serveur MySQL. Donc vous pouvez avoir évidemment toutes les bases système, comme la base MySQL qui permet de faire fonctionner le serveur. Et puis vous allez avoir les autres bases de données. Il peut y avoir la base de données du garagiste d'en face. Il peut y avoir la base de données de telle association. Il peut y avoir plein de bases de données différentes qui n'ont rien à voir avec Shuttershop. Ça c'est normal parce qu'on est sur un serveur de base de données. Celui qui gère tout ça, c'est l'administrateur de base de données. Dans notre exemple, c'était la personne de chez Free. Bien. Et puis on a le client et le gestionnaire du site. Le gestionnaire du site, je vous rappelle, qui va pouvoir ajouter de nouvelles photos, fixer le prix, et puis consulter un peu les achats de ces photos. Donc lui, il est là. Lui, encore une fois, il n'a pas forcément les connaissances en SQL pour faire des requêtes directement sur les tables et sur la base de données. Donc il va passer par un ensemble de pages web, le back-office, qui permet d'accéder à la base de données. Et puis le client, lui de son côté, va vouloir consulter ses photos, consulter les photos, acheter éventuellement certaines photos et consulter ses données à lui. Quelles sont ses données perso et quels sont les achats qu'il a déjà effectués ou qui sont en cours. Pareil, le client, on ne va pas lui demander de faire des requêtes SQL, d'accord ? Le client va passer par une interface sympathique, un certain nombre de pages web qui constituent le front office. Alors les pages web, vous pouvez les coder en PHP, en Java, voilà, ce que vous voulez. Bon, a priori, ce sera plutôt PHP pour vous, enfin toute la partie accès aux bases de données. Après, une page web, c'est du HTML, du JavaScript, du CSS. Okay, vous savez ça mieux que moi. Donc on a trois grands utilisateurs humains. En fait, on retrouve nos 3 utilisateurs humains qui sont là. Et l'utilisateur logiciel, c'est en fait celui qui est ici et celui qui est là. C'est-à-dire les pages web qui vont accéder aux données, en fait, ce sont eux vraiment les utilisateurs de la base de données, puisque ce sont ces pages qui vont faire appel aux données, les données vont être envoyées à ces pages, et ces pages vont se contenter d'afficher les données à l'utilisateur humain. Donc en fait, nos 2 utilisateurs humains, gestionnaire du site et client, c'est pas eux qui vont accéder directement à la base de données. Donc quand on va créer nos utilisateurs et nos droits d'accès,
on n'aura pas d'utilisateur pour le gestionnaire du site, on n'aura pas d'utilisateur pour le client. On aura un utilisateur pour le front office et un utilisateur pour le back office. Ok ? Sachant que ce sont deux utilisateurs logiciels. Donc l'administrateur, lui, peut tout faire, on l'a dit. Alors on évite de créer un utilisateur anonyme. Dans certaines bases de données, certaines vieilles versions de MySQL, quand vous installiez votre serveur, vous aviez par défaut un utilisateur anonyme qui avait la possibilité de se loguer. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Surtout, bon, ça n'existe plus quand vous installez les nouvelles versions du serveur. Mais surtout, il ne faut pas en créer parce que c'est une source de problèmes par rapport à la sécurité. Et donc, vous allez avoir un utilisateur front office, l'interface de consultation des données et d'achat des photos, et un utilisateur back office, interface de gestion de la base de données. Donc, en gros, ajout de photos, modification de photos, modification du prix, etc. Donc, l'utilisateur front office va être utilisé par le client. Évidemment, il ne concernera que la base de données Shuttershop et pas la base de données du garagiste ou la base de données de l'association aussi présente sur le serveur. Et comme le client, lui, dans son interface, il n'a pas à aller voir toutes les données de la base de données, on va limiter l'accès du client, l'accès du front office, à certaines tables. Évidemment, pour que le client puisse voir les photos, il faut que le front office ait un accès à la table photo, à la table portrait, modèle, etc. Text, auteur, landscape, located in, location. Ça sera un accès en consultation. D'accord ? Le client, il n'a pas à aller modifier les données de la table photo. Lui, simplement, il se contente de faire un select et pas un insert into ou un update, etc. Donc, uniquement en consultation pour ces tables-là. Et puis, par contre, le client va pouvoir ajouter des données pour ses données perso à lui et puis pour les données de ses achats, indirectement via le front office. Du coup, on aura une consultation, on aura la possibilité en fait pour le front office de modifier des tables transactions, la table transaction, include, etc. Et alors par contre, pour la consultation de ces données-là, le client qui se connecte au front office aura la possibilité d'aller consulter les données de ces tables-là, les données par exemple de la base de la table transaction qui liste tous les achats de photos, mais que pour ce qui concerne ses transactions à lui. D'accord ? Il n'y a pas de raison que moi, utilisateur lambda, je puisse aller visualiser les achats des autres utilisateurs. Donc il faut pouvoir, dans MySQL, attribuer à l'utilisateur front office, pour le client en cours, la possibilité d'aller voir ses données uniquement dans les tables qui vont bien. Et pas toutes les lignes de la table en question. Donc c'est très fin, d'accord ? On va pouvoir consulter certaines tables, mais uniquement concernant les données de l'utilisateur courant. Ça, c'est primordial parce qu'imaginez, évidemment, toutes vos données bancaires, par exemple, elles sont dans des bases de données. Si jamais il n'y a pas de séparation, de droits différents en fonction des utilisateurs, c'est-à-dire que potentiellement, vous pourriez aller voir les comptes de votre copain ou de votre prof, etc., si vous êtes dans la même banque. D'accord ? Ce qui évidemment est complètement absurde. Okay ? Donc il faut spécifier pour certaines catégories de données quels sont les droits par rapport aux utilisateurs. C'est ce qu'on va créer, c'est ce qu'on va apprendre à faire. Pour le back-office, c'est le même genre de problème. Évidemment, ça sera sur la base de données Shuttershop uniquement. Et puis voilà. Alors par contre, là, l'accès, il est sur toutes les tables, puisqu'il n'y a pas de raison que le gestionnaire du site n'ait pas accès à une table de son site. L'accès sera possible en consultation, mais aussi en modification, ajout et suppression. Et puis en plus, le gestionnaire, comme on veut pouvoir prendre en compte le cas que le gestionnaire est malade et il ne peut plus gérer son site, mais du coup, il faut qu'il donne la main à quelqu'un d'autre, le gestionnaire, on va lui donner le droit de créer un utilisateur qui aura les mêmes droits que lui, sauf celui de créer des utilisateurs. Donc le gestionnaire va pouvoir créer un autre gestionnaire, mais l'autre gestionnaire ne pourra pas créer en chaîne d'autres gestionnaires. Okay ? C'est juste pour avoir un remplaçant, pour pallier aux défaillances du premier gestionnaire si par hasard il y a un souci.
Donc, vous voyez que c'est très fin, les droits qu'on veut donner pour que nos données soient protégées, tout simplement, et pour pas que tout le monde ait accès à tout et n'importe quoi. Alors, en termes de conception, donc on a vu les droits d'accès. Après, on a aussi la volonté d'ajouter des fonctionnalités en termes de conception à notre base de données. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des requêtes qui vont s'exécuter très souvent, donc autant les créer et les mémoriser, les faire mémoriser par le système. D'accord ? C'est ce qu'on va appeler des vues. On va aussi vouloir ajouter des contraintes très spécifiques parce que c'est un achat de photos et quand on achète des photos, ça ne fonctionne pas pareil que quand on achète des voitures ou autres. On va vouloir coder dans la base de données des contraintes spécifiques. Le fait de coder ces contraintes dans la base de données, ça va nous permettre d'éviter d'avoir à coder ces contraintes dans nos pages web. Et ça va être en fait beaucoup plus simple. Par exemple, une contrainte simple, si on veut insérer un paysage, on veut s'assurer que la photo n'a pas déjà été insérée en tant que portrait. D'ailleurs, on peut l'étendre à toutes les catégories de photos. Si une photo a été insérée dans une catégorie, on a 3 catégories, on a les portraits, les paysages et les photos abstraites. Au moment où on insère une photo dans une catégorie, il faut vérifier qu'elle n'existe pas dans une autre catégorie. Parce que, a priori, on ne peut pas avoir des photos dans plusieurs catégories, c'est la contrainte de notre base. Bon, ça, comment on le fait ? On peut pas exprimer cette contrainte-là avec le schéma UML, avec le diagramme de classe. Donc il va falloir le faire d'une certaine façon, mais comme c'est important pour nous, on le note quelque part et après on va voir comment on fait pour créer cette contrainte-là. Pareil, une autre contrainte, quand on achète une ou plusieurs photos, on va vouloir changer la cardinalité de la photo dans son association à includes, en fait pour ne permettre qu'un seul achat d'une même photo. D'accord ? Supposez que les auteurs de photos, les photographes se sont mis d'accord pour dire qu'une photo ne peut être achetée qu'une seule fois. Comment on fait pour implémenter ça dans la base de données ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après chaque achat de photo, il faut calculer le montant de la transaction, ok ? Mais surtout, il faut rendre la photo indisponible. On veut garder la photo dans la base pour savoir qu'à un moment donné, elle a été dans notre base, mais on veut savoir aussi que maintenant, elle n'est plus disponible parce qu'elle a été achetée et une seule fois, et puis c'est tout. Donc voilà, on a tout un tas de nouvelles fonctionnalités, en plus des requêtes SQL classiques qu'on a appris à créer l'année dernière. On a tout un tas de fonctionnalités qu'on veut rajouter. Ces fonctionnalités-là, la première possibilité basique, c'est de se dire je vais les coder en PHP. Parce que ça me paraît trop compliqué en SQL, etc. Normal, on n'a pas encore vu, mais bon. Je vais les coder en PHP. Sauf que entre les coder en PHP et les coder avec l'outil SQL, en fait, ça sera beaucoup plus sûr de le faire en SQL que de le faire en PHP. Et ça sera beaucoup plus rapide, normalement. Voilà, on va voir ça tout de suite. Et puis, globalement, il y a un principe. Quand on crée une base de données et que cette base de données est reliée à une application, que ce soit un site web ou que ce soit un logiciel en dur classique, on veut que la base de données ait une certaine indépendance par rapport aux applications. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'une application ne doit pas pouvoir faire une manipulation qui n'est pas prévue par la base de données. En gros, on doit avoir la base de données qui doit fonctionner d'une certaine façon et la description de ce fonctionnement doit être très claire et on doit avoir les applications d'un autre côté qui fonctionnent en fonction de la description du fonctionnement, mais pas autrement. Donc on doit verrouiller le plus possible l'utilisation de la base de données pour éviter tout simplement qu'on ait des problèmes d'accès non autorisé à des données. Donc pas de consultation de données non prévues. Par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les utilisateurs ne doivent pas pouvoir consulter les données des autres utilisateurs. D'accord ? Ça c'est vraiment important. On ne doit pas avoir aussi de modification, d'ajout, de suppression qui ne soient pas prévues. Quand il y a une modification qui est faite sur une base de données, il faut que le concepteur de la base de données, à un moment donné, se soit dit cette modification-là, elle est possible pour tel utilisateur. D'accord ? Si un autre utilisateur peut faire cette même modification, c'est qu'il y a un problème de conception.
et c'est que l'indépendance de la base de données n'est pas assurée. Tout ça, c'est pour assurer une plus grande sécurité, puis pour assurer aussi un fonctionnement en fait plus simple pour le développeur. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que souvent quand vous êtes dans le développement d'une application ou d'un site web, vous n'êtes pas tout seul. Quand vous êtes tout seul, vous faites à la fois les pages web, à la fois la base de données, etc. Quand vous faites la page web et que vous avez déjà créé la base de données, vous savez comment votre base de données elle est conçue. Donc vous savez à peu près l'utiliser, vous savez éviter de faire des bêtises en fait, puisque vous savez comment fonctionne votre base de données. Mais quand vous imaginez que vous avez un développeur web et un concepteur, administrateur de base de données qui sont deux personnes différentes, le concepteur web, il ne sait pas forcément comment fonctionne la base de données. Et je dirais que si la base de données est mal conçue, même sans volonté de malveillance particulière, le concepteur web peut se tromper, peut faire des choses, peut par inadvertance accéder à des données ou modifier des données alors qu'il ne devrait pas en avoir le droit. Donc il faut vraiment concevoir les deux d'une manière séparée, notamment concevoir la base de données avec une liste très claire de qui a le droit de faire quoi. Alors avant de voir qui a le droit de faire quoi, pour qu'on puisse vendredi, si je ne me trompe, en tout cas durant la semaine, pour qu'on puisse utiliser et commencer à créer des utilisateurs, on va voir comment on installe et comment on configure une base de données assez vite. On le reverra, vous le reverrez plus en détail en TD et en TP, mais on va le voir assez vite. Donc on met en pause un peu tout ce qui est droit d'accès, utilisateur, et on verra comment on fait juste après cette partie-là. Avant de créer des utilisateurs, la première étape, c'est d'installer un serveur. Okay, installer un serveur, c'est pas très compliqué, mais c'est pas trivial non plus. D'accord ? C'est pas je lance l'installeur, je choisis le dossier où vont s'installer les fichiers, et puis ça se fait tout seul, j'ai plus qu'à lancer mon serveur après. C'est un petit peu plus compliqué que ça quand on veut savoir exactement ce qu'on fait, quand on veut paramétrer notre base de données exactement pour une utilisation particulière. Alors, quand on veut installer un serveur de base de données, si possible, il faut essayer d'avoir un serveur dédié. C'est-à-dire d'avoir une machine qui tourne que pour ça. Ça peut être sur la même machine où vous avez à la fois votre serveur de base de données et votre serveur web. Le serveur web qui va héberger les pages web, HTML, PHP, etc. Et le serveur de base de données qui va héberger toutes vos bases de données. Ça peut être sur la même machine, mais au-delà de ces deux types de serveurs, si vous voulez que ça marche très bien, si vous avez beaucoup d'accès à la base de données, il vaut mieux réserver une machine. Par contre, on va voir que c'est pas obligatoirement une machine très très puissante. Ça peut être un PC complètement basique. En général, ça marche aussi très bien. Donc c'est ce que je mets ici, un PC basique ou même moyen. Il vaut mieux un serveur qui est vraiment dédié plutôt qu'un serveur sur lequel vous allez avoir serveur web et serveur de base de données et puis potentiellement d'autres applications. Alors après, en termes de stockage physique, évidemment, plus vos disques seront rapides, plus ça sera confortable. Au-delà, c'est aussi intéressant d'avoir des disques en RAID. Alors le RAID, c'est une norme qui permet de dupliquer les données qui sont sur un disque dur sur un deuxième disque dur, ou qui permet une fois que vous avez partitionné un disque en deux partitions, d'avoir les deux mêmes partitions à l'identique. C'est une copie physique des données, c'est le système qui gère ça, c'est pas vous qui gérez ça. Donc ça permet une réplication des données, et puis potentiellement ça peut aller un peu plus vite parce qu'il y a certains accès qui peuvent être parallèles. Bon, c'est surtout utile pour la réplication des données. La réplication des données, c'est utile pourquoi ? Si votre serveur il crache, si vous perdez des données, vous avez la copie qui est là disponible et vous n'avez plus qu'à faire une copie de votre partition sur la première partition et voilà, vous avez perdu peut-être moins de données que s'il fallait tout recommencer à partir de zéro. Après, c'est pareil, sur vos disques, vous pouvez avoir des contrôleurs avec de la mémoire cache un petit peu plus... C'est toujours mieux d'avoir un peu plus de cache sur le disque dur. Puis vous pouvez éventuellement envisager des baies de stockage, mais là, c'est au-delà du cours et de mes compétences. En termes de mémoire, comment est-ce qu'on dimensionne la mémoire vive d'un serveur ? Quand on installe un serveur, il faut compter à peu près, alors ça, c'est des chiffres qui sont peut-être un peu anciens, mais il faut compter à peu près quelques mégaoctets de mémoire par utilisateur. Donc si vous avez un site web
pour relier à une base de données, et si les accès à votre base de données, c'est un accès toutes les 10 minutes, bon, là, il n'y a pas de souci. Vous prenez un PC de base avec 4 Go, voire même 2 Go de RAM, et puis ça doit marcher très bien. Si par contre vous savez que vous allez avoir, parce que vous changez de serveur, vous allez avoir peut-être 50 ou 100 accès, ou peut-être 20 ou 30 accès par seconde à votre base de données, là on n'est plus dans le même registre. Donc il faut multiplier 30 par quelques mégas, 2, 3 ou 4 mégas par utilisateur, et vous voyez à peu près combien les utilisateurs vont prendre en place mémoire. Bien sûr, il faut aussi la mémoire pour faire fonctionner le système en dehors de la mémoire allouée à chaque utilisateur. Voilà, dans la plupart des cas, une machine de base avec 4 Go, ça suffit très bien. Alors le processeur, quel processeur on prend? Là, vous pouvez prendre un processeur basique. Alors ça dépend en fait, c'est un peu à nuancer, mais ça dépend le type de requête que vous avez. Si vous avez des requêtes essentiellement qu'on appelle des requêtes transactionnelles, c'est-à-dire en consultation ou en modification, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait l'année dernière, select, firmware, update, insert ou delete. Si vous avez essentiellement ces requêtes-là, et c'est en fait le cas dans notre base de données, dans notre étude de cas, là, il n'y a pas besoin d'avoir un gros processeur, un petit processeur basique, ça suffit largement. Par contre, si après vous voulez faire des requêtes plus statistiques, où vous allez faire des statistiques sur tous les achats depuis 3 ans d'une photo, enfin des photos de toutes les photos, etc. Si vous avez pas mal de calculs comme ça à faire, parce que tout ce qui est statistique, ça demande beaucoup de calculs, bon là, plus le processeur est costaud, mieux ce sera. Mais pour notre étude de cas, typiquement, un tout petit processeur de base suffira. Vous voyez qu'ici, là, le schéma date un peu, parce que là, on a quand même pas beaucoup de RAM. Là, c'est pareil, tout ça, c'est un petit peu ancien, mais peu importe. Le principe reste le même, d'accord? Un processeur de base avec 4 Go, voire même que 2 Go de RAM, ça suffit pour une petite base de données, pour une association, pour un site perso, ça suffit largement. Après, il faut aussi penser aux sauvegardes. Alors, on a dit déjà que vous avez vos données sur un disque. Le disque est possiblement en RAID, donc vous avez déjà une réplication matérielle de vos données. Ok, donc ça c'est bien, sauf que quand il y a des manipulations à faire, quand il y a des reprises après panne à faire, prendre une partition et la copier à l'identique, ça écrase tout ce qu'il y avait et qui marchait bien quand même sur la partition. Ça peut être un peu embêtant. C'est pour ça qu'il faut penser à des supports de sauvegarde où on va sauvegarder que les données. Les sauvegardes, on peut les faire sur disque, c'est-à-dire DVD, Blu-ray. C'est une possibilité. Donc il faut le lecteur qui va bien, le graveur qui va bien, évidemment, plus les disques vierges. On peut le faire sur bande aussi. Il y a encore pas mal d'entreprises, d'institutions qui sauvegardent leurs données sur des bandes magnétiques, tout simplement parce que... Alors les bandes magnétiques, c'est pas super pratique, parce que pour lire les données, il faut se repasser toute la bande, c'est pas forcément très rapide. Mais c'est pas très cher, et puis il y a quand même un grand parc encore en cours d'utilisation de matériel qui permet de gérer des sauvegardes par bande magnétique. Ça permet aussi d'archiver les données longtemps. Ça dépend dans quel contexte. Si on a des données scientifiques, par exemple, des mesures météo, on aimerait bien pouvoir garder ces mesures pour que dans 1 siècle et demi ou 2 siècles, les savants dans 2 siècles puissent utiliser ces données-là. Alors, on fait des copies de sauvegarde éventuellement, évidemment, régulièrement, mais tout ça pour vous dire qu'on peut avoir besoin de ce médium bande magnétique pour sauvegarder des données. C'est pas complètement anachronique. Et puis aussi les bandes, c'est intéressant parce qu'on peut réutiliser le support. D'accord, une bande, on peut réécrire par-dessus un certain nombre de fois sans que ça pose de problème. Or, on peut le faire avec certains DVD et Blu-ray réinscriptibles, mais les bandes, c'est quand même plus pratique pour réécrire. Après, vous pouvez aussi avoir des disques USB, donc soit des disques durs USB, soit des clés USB. Pour sauvegarder des données, en général, on utilise plutôt des disques durs parce qu'il y a plus de place, tout simplement.
bien que sur les clés, maintenant, on puisse mettre pas mal de données. Voilà, donc il faut penser à un moyen de sauvegarde annexe. Si vrai, enfin après, ça dépend si le crash de la base de données, c'est absolument pas problématique et qu'on peut tout recréer à partir de zéro à chaque fois, on n'est pas obligé de sauvegarder nos données, mais en général, c'est pas le cas. Alors, les transparents ont été faits avec la version 5.7 de MySQL. Depuis, on est passé à des versions supérieures. En fait, les fonctionnalités sont vraiment les mêmes. Donc là, soyez pas intrigués par ce 5.7. C'est tout à fait en cours encore. Alors, nous, ce qu'on verra, c'est une installation sous Windows. D'accord ? Sachant que MySQL, on peut l'installer sous Linux, on peut l'installer sous Mac, etc. Sous tous les systèmes que vous pouvez trouver. Alors il y a deux types de configuration quand vous installez en fait votre serveur MySQL sous Windows. Il y a l'usage du programme qui va bien, qui est joli, où il y a juste à cliquer sur les options, donc ça c'est cool. C'est cool quand vous avez la main sur la machine. Quand vous êtes administrateur, vous pouvez installer des applications sur vos machines, vous pouvez le faire, je vous invite à le faire. C'est très convivial. L'idée pour nous, si vous voulez le faire à la maison, vous choisissez le type Developer Machine, Transactional Database Only, okay, pour une utilisation transactionnelle. Donc, transactionnelle, ça veut dire quoi encore une fois? C'est Select From Where, Insert, Update et Delete essentiellement. Pas de requête statistique, pas de requête statistique. Ensuite, vous donnez le répertoire d'installation, vous donnez le nombre maximum de connexions simultanées, donc d'utilisateurs qui peuvent se connecter en même temps à la base de données. Par exemple, pour notre cas, on peut dire 15, ce qui veut dire que s'il y a 20 personnes qui veulent acheter au même moment une photo, ça ne sera pas possible. On aura 5 qui attendront que des places se libèrent, que d'autres aient fini d'acheter. Les paramètres réseau seront des paramètres par défaut. Vous validez le strict mode, on verra ce que c'est. Vous gardez le jeu de caractères standard et vous installez MySQL comme un service. Comme ça, quand vous démarrez votre machine, le serveur MySQL se lance automatiquement au démarrage de Windows. Et voilà. Et après, il vous reste juste à changer de mot de passe, ne pas permettre l'accès au route distant et ne pas créer d'utilisateur anonyme. On va voir comment on fait ça. Ça, c'est la première manière conviviale de le faire. Une deuxième manière un peu moins conviviale, mais intéressante aussi pour nous. Pourquoi ? Parce que quand on va être en TD et en TP, on va installer le serveur MySQL sur les machines du pôle, mais vous n'êtes pas administrateur de ces machines. Donc comme vous n'êtes pas administrateur de ces machines, eh ben, on va utiliser la version portable. Alors là, j'ai mis un numéro de version, on verra celle qu'on télécharge le moment venu. C'est juste une version qui se décompresse un peu comme on l'avait fait déjà l'année dernière. Sauf que là, on ne va pas installer une version préconfigurée. L'année dernière, le zip que je vous donnais, il était tout préconfiguré. Il y avait juste à décompresser et à lancer le serveur. Et puis ça marchait. Évidemment, nous, on va faire comme si on installait vraiment un serveur. Donc il va falloir décompresser ce serveur-là. Ça, c'est la même étape. Mais après, il va falloir le configurer. C'est pas tellement plus compliqué, c'est juste moins convivial. Puisqu'il va falloir ouvrir une fenêtre de commande DOS. Comme d'habitude, vous pouvez mettre, une fois que vous avez décompressé le fichier, le chemin du répertoire bin dans le chemin de Windows. Et puis après, il y a un certain nombre d'étapes, des choses à taper en mode console, qui sont par exemple ici MySQLD --initialize console. Ça veut dire, je viens de décompresser mon serveur de base de données, maintenant je l'initialise pour qu'il devienne réellement utilisable. Parce qu'en l'état, quand il est décompressé, il n'est pas utilisable. D'accord ? Il n'y a pas toutes les bases de données fondamentales qui permettent au serveur de fonctionner. On note le mot de passe route. Par défaut, il y a un mot de passe route qui est généré automatiquement après l'initialisation. C'est pour ça aussi qu'il faut mettre --console l'option, parce que sinon il n'y a rien qui s'affiche et en fait le mot de passe ne s'affiche pas, donc en fait on est incapable de se connecter. Enfin, vous verrez ça en TP. Vous récupérez le mot de passe route, vous modifiez le mot de passe route, et après vous pouvez commencer à utiliser votre serveur. Il est installé, opérationnel, mais il n'est pas encore configuré. Alors la configuration du serveur, c'est important de savoir ça, puisque là on est dans l'apprentissage de l'installation. La configuration du serveur, elle se fait au travers d'un certain nombre de paramètres. On va fixer tout un tas de paramètres. Alors nous, on ne va pas en fixer énormément, mais on va quand même en fixer quelques-uns.
Et ces paramètres-là, ils vont être écrits dans le fichier texte qui s'appelle my.ini. Le fichier texte qui s'appelle my.ini, c'est un fichier texte qui va être créé par vous et qui va être mis à la racine du répertoire du serveur. Et c'est ce fichier texte qui contient tous les paramètres qui vont faire que votre serveur va marcher d'une certaine façon par rapport à une autre. D'accord ? Vous allez paramétrer l'usage de votre serveur. Typiquement, le nombre de connexions simultanées, ça sera un des paramètres de ce fichier. Si vous ne voulez pas que plus de 15 personnes puissent se connecter en même temps à votre serveur, vous allez fixer dans le fichier my.ini ce paramètre-là, nombre de connexions maximales, égale 15, avec en mode texte. Donc pour faire ça, on partira du fichier mydefault.ini que je vous donnerai en TD. Et puis on va remplir ce fichier texte. Alors un exemple de fichier texte ici, c'est celui-là. Voilà un exemple de fichier my.ini. Alors celui-là, il n'est pas opérationnel, il ne marche pas. C'est juste un exemple un peu théorique. Pour vous montrer que dans ce fichier texte, vous allez avoir plusieurs sections. Chaque section commence par des crochets avec le titre de la section. Et typiquement ici, MySQLD, on va mettre tous les paramètres qui concernent MySQLD. Si vous vous souvenez, MySQLD, c'est le nom du fichier exécutable du serveur. C'est le serveur en fait, c'est le programme serveur. MySQLD, D pour démon, c'est-à-dire logiciel qui tourne en tâche de fond, serveur MySQL. Donc si vous voulez paramétrer le premier paramètre, vous allez mettre son nom ici. Alors param1, c'est pas un vrai nom de paramètre, d'accord ? Vous allez remplacer ça par un vrai nom de paramètre, et là par une vraie valeur de paramètre. Et puis vous faites ça pour tous les paramètres du serveur. Et puis après, si vous voulez paramétrer les clients, si vous voulez dire pour tous les clients, je veux que ça fonctionne comme ça avec telle valeur de paramètre, ça sera dans la partie client. Si vous voulez paramétrer le client MySQL, on ne l'a pas utilisé puisque nous, le client qu'on a utilisé, c'est-à-dire le logiciel qui nous permettait d'accéder au serveur, c'était le Workbench. Mais il y a un client par défaut textuel qui s'appelle MySQL tout court. Si on veut paramétrer MySQL tout court, il faut mettre les paramètres ici. Et puis, on a pas mal d'outils de programmes exécutables fournis dans la distribution qui sont disponibles et qu'on peut paramétrer dans ce même fichier. Alors, ne vous inquiétez pas, la doc de MySQL, elle doit faire 5000 pages, d'accord, à peu près. Donc, on ne va pas évidemment passer en revue tous les paramètres. De toute façon, moi, j'en connais que 3% à peu près. Donc, j'en connais très peu, mais suffisamment pour vous donner les bases. Et puis après, quand on a un besoin particulier, on va rechercher dans la doc, comme tout bon informaticien. Et puis, on se débrouille avec ce qui est dit dans la doc. Mais à partir du moment où on sait que c'est dans le fichier my.ini et où on sait que c'est dans telle partie, ça ne doit pas poser de problème. Voilà, et donc évidemment, comme à chaque fois qu'on est en plein développement, ici on n'est pas en développement logiciel, on est en développement de base de données, mais on a une doc, okay, on travaille avec la doc tout le temps ouverte à côté. Alors voilà, pour le coup, un exemple de fichier de configuration. Là vous voyez, pour tous les clients qui vont se connecter au serveur, on a le paramètre qui nous dit que le port c'est 3306, ça c'est un paramètre réseau. Autrement dit, si un client essaye de se connecter à mon serveur et qu'il utilise un autre port que le port 3306, le client ne pourra pas se connecter, tout simplement. Après, ça c'est le jeu de caractères du client MySQL. Et puis après, on a surtout, en fait, ici, les paramètres du serveur. Nous, c'est ce sur quoi on va focaliser. On va focaliser sur 4 ou 5 paramètres importants du serveur. Donc le port, encore une fois le port. Le répertoire de base. Ça, c'est le répertoire où vous avez décompressé tous les fichiers du serveur MySQL. Quand vous avez décompressé le fichier téléchargé. C'est le répertoire racine. Ça, c'est le répertoire des données. Toutes les bases de données vont être stockées dans le sous-répertoire data ici de MySQL, qui se trouve dans l'exemple sur le disque C de ma machine. Alors, ce n'est pas obligatoirement ces valeurs-là. Après, vous mettez les valeurs que vous voulez. Si vous voulez installer votre base de données sur le disque E, eh ben, ici, on aura E2 points, d'accord, à la place de C. C'est juste un exemple. Ça, c'est le jeu de caractères par défaut du serveur. Ça, c'est le moteur qui va traiter les requêtes par défaut, InnoDB. Ça, c'est les paramètres de fonctionnement
par rapport au traitement des requêtes SQL, on va le voir un peu plus loin. Et puis ici, on a tout un tas de paramètres qui permettent de fixer ici le nombre maximum de connexions. Tout à l'heure, on parlait de 15 connexions. Ici, on a fixé à 100 connexions simultanées. Et puis des paramètres mémoire qui permettent en fonction en fait, des traitements et des types de requêtes qui sont faits, de paramétrer finement l'usage de la base de données. En général, pour un usage basique comme, je ne sais pas, la base de données d'un site pour Shuttershop, typiquement, on n'a pas besoin vraiment de regarder ça en détail. Mais on peut aller voir la doc pour voir comment ça marche. Et dans la doc est expliqué à quoi servent chacun des paramètres et quelles sont les valeurs possibles qu'on peut mettre en fonction de l'utilisation qu'on a à faire de la base de données. Et puis pareil, ici on a des paramètres qui sont spécifiques au moteur de traitement des requêtes InnoDB. L'année dernière, on avait vu ça très vite. En fait, dans MySQL, vous avez plusieurs manières de traiter les requêtes. On va dire qu'il y a deux grands moteurs. Il y a le moteur historique qui est plus utilisé maintenant par défaut, qui est le moteur MyISAM. En gros, dans le moteur MyISAM, les requêtes, dans les bases de données, les clés étrangères ne seront pas traitées. C'est-à-dire que vous pouvez les insérer, vous pouvez les définir si vous voulez, mais elles ne seront pas vérifiées par le serveur. Si vos tables sont créées avec MyISAM. Si vos tables sont créées avec le moteur InnoDB, par contre, les clés étrangères seront vérifiées. Je vous renvoie au cours de l'année dernière pour la définition d'une clé étrangère. Alors, quelques paramètres, donc ici, quelques valeurs là pour le SQL mode. Qu'est-ce que ça veut dire? Typiquement, on a ces trois paramètres là, ces trois valeurs de paramètres. Vous voyez qu'on a une première valeur séparée par une virgule, puis la deuxième valeur, virgule, troisième valeur. Ça permet de mettre plusieurs valeurs pour certains paramètres, entre guillemets. Et ici, qu'est-ce qu'on paramètre exactement? Le premier paramètre nous dit qu'il faut que les données soient reconnues par le serveur. C'est-à-dire que si le serveur dit attention, là, cette donnée-là, je ne comprends pas ce que c'est, il ne va pas chercher à l'insérer, il va dire non, je n'insère pas. Là, il n'y a pas de création automatique de nouveaux utilisateurs. Ça peut être un paramètre de sécurité intéressant. Et puis là on dit à MySQL, précédemment, on a choisi le moteur InnoDB. Si une table n'est pas créée avec le moteur InnoDB, si dans la création d'une table, on a un autre moteur qui est indiqué, on ne tient pas compte de ce nouveau moteur. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est gérer avec InnoDB toutes les tables. Voilà, typiquement, c'est ce genre de paramètres qu'on peut avoir à fixer à la création d'un serveur. Là encore, vous avez évidemment la documentation qui est là pour vous renseigner. Alors ça, donc, ce fichier texte-là, le fichier my.ini, c'est un fichier on va partir d'un fichier par défaut, où on n'aura rien de paramétré, mais où on aura les paramètres les plus importants qui seront présents, on aura juste à compléter. Typiquement, on aura basedir, datadir, etc. Mais si on veut aller plus loin, il faut et connaître le paramètre et connaître la valeur qu'on veut fixer. Donc ça demande déjà une certaine expertise. Là où le Workbench nous facilite un petit peu le travail, c'est que le Workbench nous permet, via une interface graphique, nous montre via une interface graphique quels sont la majorité des paramètres qu'on va pouvoir fixer dans le fichier my.ini. Vous voyez qu'ici, vous avez, dans le option file, vous avez une dizaine d'onglets ici, et dans chaque onglet, vous avez une cinquantaine de paramètres. D'accord? Ça vous permet, comme ça, de parcourir un peu tous les paramètres d'une manière plus conviviale que de parcourir la documentation MySQL et de dire « Ah voilà, c'est ce paramètre-là que je veux ». C'est quand même plus convivial. Et puis pour modifier la valeur des paramètres, c'est aussi très sympa, c'est plus convivial qu'un fichier texte. Donc vous verrez, il y a quand même énormément de paramétrage possible et c'est normal parce que quand on veut utiliser une base de données, il y a derrière, en général, un aspect financier. Typiquement dans notre étude de cas, si on veut que les photos puissent être achetées, derrière il y a des sommes d'argent et donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec les données. Donc on peut le faire aussi on peut faire ce paramétrage du fichier my.ini soit directement dans le fichier texte à la main, soit avec le Workbench. Alors après, donc il y a ces paramètres-là de base qui sont dans le fichier my.ini. Puis après, vous avez la possibilité
via des variables système, de modifier à un moment donné vos paramètres. Donc ces variables-là sont des variables qui servent au fonctionnement de MySQL. Certains des paramètres qui sont dans le fichier my.ini en fait sont disponibles sous la forme de variables, c'est-à-dire qu'on peut lancer le serveur avec le paramétrage par défaut qu'il y a dans my.ini, et puis à un moment donné on veut que le serveur fonctionne différemment, donc on va prendre la variable qui correspond au paramètre et changer la valeur. Et après changement de valeur, le serveur fonctionne un petit peu différemment, puisqu'on vient de modifier son paramétrage. Et ça se fait avec les variables système. D'accord ? Pareil, ces variables système peuvent être changées globalement pour tous les utilisateurs de toutes les bases de données du système, ou alors ponctuellement pour une session, pour un utilisateur particulier qui va se connecter sur une base de données particulière, sans modifier le fonctionnement des autres bases de données. Ça peut être modifié à chaud, donc c'est ce que je vous disais, c'est l'usage de la commande set. Et pour pouvoir utiliser cette commande, si par exemple, un exemple très concret, j'ai fixé, comme on peut le voir ici, le nombre maximum de connexions à 100. Et puis, je sais que ma base de données, je sais qu'à telle date, ma base de données risque de voir le nombre de demandes de connexion augmenter fortement, et être non plus aux alentours de 100 au maximum, mais être aux alentours de 1000 au maximum. Alors, soit je laisse mon paramétrage par défaut, je touche à rien, et puis les 900 qui vont vouloir accéder en même temps, enfin les 1000 qui vont vouloir accéder en même temps, sur les 1000, il y en a 900 qui vont attendre. Soit je déclare que à telle date, j'augmente le nombre de connexions possibles, parce que je sais qu'à telle date, en plus, il n'y aura pas tel ou tel serveur sur la machine. Enfin bref, mon PC sera un peu plus disponible, donc je peux augmenter le nombre de connexions. Et ça peut se faire avec la commande set. En cours de fonctionnement, moi, administrateur de base de données, je me connecte au serveur, je tape la requête, ce ne sera pas une requête select from where, ce sera une requête set max connexion égale 1000, et là je modifie en temps réel le nombre de connexions possibles. Bien sûr, pour pouvoir faire ça, il faut avoir un privilège, il faut avoir un droit d'accès particulier qui s'appelle super. On va le voir plus en détail après. Donc voilà comment on fait pour dimensionner, installer et faire les paramétrages de base du serveur. D'accord ? Évidemment, tout ça, on va le revoir en détail. Vous allez le faire concrètement en TDTP. Et maintenant, on va s'intéresser à d'autres éléments d'administration. L'administration d'une base de données, c'est l'installation, la configuration du serveur, et puis c'est aussi la gestion du serveur. C'est-à-dire le fait, quand vous êtes administrateur d'un système, que ce soit un système d'exploitation, que ce soit un réseau, que ce soit une base de données, vous êtes là pour surveiller ce qui se passe. Et s'il y a des problèmes, vous êtes là pour résoudre les problèmes le plus vite possible. D'accord ? Donc on a vu l'installation, la configuration. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de gérer au quotidien une base de données ? Alors, on ne va pas aller à fond dans l'administration parce que l'administration d'un serveur de base de données, c'est un métier à part entière. Mais je vais vous donner quelques éléments pour que vous compreniez concrètement ce que c'est. Bon, pour administrer un serveur MySQL, évidemment, il va falloir quelques outils, on va le voir. Il faut connaître aussi un peu la structure générale de comment sont organisées les données dans un serveur. Il faut savoir gérer les utilisateurs. Ça, on va faire un focus précis dessus. Donc, c'est une connaissance et c'est administrer un serveur de base de données, c'est gérer les utilisateurs. Ça, c'est le premier point. C'est surveiller le serveur pour voir s'il n'y a pas un problème, si le serveur n'est pas tombé par terre, s'il n'y a pas une surcharge du nombre d'accès ou une surcharge de calcul. C'est pouvoir définir une politique de sécurité. Ça va être très lié évidemment à la gestion des utilisateurs, mais pas que. Et puis, un point essentiel d'un administrateur de base de données, c'est lui qui va être chargé de sauvegarder les données régulièrement et de faire les restaurations si jamais il y a une panne. D'accord ? En général, les administrateurs de système, les administrateurs réseau, les administrateurs base de données, qui sont souvent d'ailleurs une même personne, qui peuvent être une même personne au sein d'une entreprise, c'est des gens à qui potentiellement on peut faire appel durant les week-ends ou parfois les nuits aussi, si vous avez des bases de données critiques.
Typiquement, quand vous êtes administrateur de base de données chez Michelin, vous pouvez être appelé n'importe quand. Parce que si une base de données Michelin tombe en panne, c'est chaque heure qui passe avec la panne, c'est des millions d'euros qui sont perdus. Donc, on comprend que voilà. Et donc, c'est l'administrateur de base de données qui va être chargé de restaurer les données après panne. Mais c'est aussi celui qui, avant que la panne arrive, a pensé à la politique de sauvegarde. Comment on sauvegarde? Quand est-ce qu'on sauvegarde? Sous quelle forme on sauvegarde? On va voir les éléments de tout ça, c'est très très important. Alors les outils déjà, et la structure. D'abord les connaissances de base pour pouvoir faire tout ça. Quand vous installez votre serveur, vous décompressez, comme on l'avait fait l'année dernière, le fichier zip. Et puis vous avez ce fameux répertoire bin qui contient mysqld.exe. Ça, c'est le logiciel qu'on lance pour lancer le serveur. C'est le serveur. Ok, qui tourne en tâche de fond. Vous avez aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, le client texte par défaut, MySQL. Lui, il nous permet d'accéder en mode texte, donc dans une fenêtre de commande, au serveur et de taper des requêtes select from where, toutes les requêtes imaginables. Nous, on lui préférera le Workbench parce que c'est plus convivial. S'il vous plaît. Après, on aura un outil qui est indispensable. Il est en mode texte aussi, comme en fait tous les outils qui sont fournis par défaut avec le serveur. On a le programme mysqladmin.exe. Alors celui-là, il est très important, on va le voir plus en détail, parce qu'il va nous permettre de faire en mode texte les tâches de base de l'administrateur. Typiquement, changer le password de l'administrateur, c'est grâce à MySQLadmin qu'on va pouvoir le faire. Créer un nouvel utilisateur, on peut aussi le faire. Bon, c'est plus convivial avec le Workbench, mais on peut aussi le faire comme ça. Créer, supprimer des bases de données, etc. Tout ça, on peut le faire en mode texte. Parfois, on a des machines qui sont tombées en panne et d'une certaine façon, l'interface graphique ne fonctionne plus. Bref, c'est très utile d'avoir cet outil-là. Et puis souvent, en fait, quand on commence, les outils graphiques sont très intéressants parce qu'ils sont conviviaux. Ils nous permettent de comprendre mieux, plus facilement, d'aller plus vite. Par contre, quand on est administrateur et qu'on connaît les commandes, qu'on a l'habitude, les outils en mode texte sont souvent plus rapides. Et puis après, vous avez tout un tas d'exécutables. Vous avez MySQL check qui permet d'optimiser les tables. Vous avez MySQL import pour importer des données dans une base de données. MySQL pump ou dump plus récemment qui permettent de sauvegarder les données dans un fichier texte. MySQL show qui permettent d'afficher plein d'informations, etc. Il y a plein d'autres programmes comme ça. On ne va pas tous les faire. Vous pouvez aller voir la doc si vous voulez avoir une liste de tous ces programmes-là. On va s'intéresser quand même principalement à MySQLadmin. MySQLadmin, donc, pour utiliser MySQLadmin, vous ouvrez une fenêtre de commande sous Windows, un shell sous Linux, peu importe. Ça se fait en ligne de commande. Vous tapez MySQLadmin et puis après vous avez tout un tas d'options qui vous permettent de faire tout un tas de choses. Les options elles sont toutes ici, ou en grande partie ici. Alors voyons des exemples. Quand vous voulez tester par exemple si votre serveur fonctionne. Vous ne savez pas si votre serveur, vous êtes sur la machine du serveur, ou même pas sur la machine du serveur d'ailleurs, peu importe, vous êtes quelque part et vous voulez savoir si le serveur sur telle machine, il est en train de tourner ou pas. Alors, vous pouvez essayer de vous connecter avec le Workbench, puis là vous allez voir si ça tourne ou pas. Et puis vous pouvez, mais ça c'est un peu compliqué, il faut lancer le Workbench, etc. Bon, c'est un peu lourd. Et ben vous avez la possibilité avec MySQLadmin de faire un ping, comme en réseau en fait. Vous savez, quand vous faites une requête ping en réseau, c'est juste pour vous envoyer une information à un serveur réseau. Et puis s'il vous répond, ça veut dire qu'il marche. Là c'est pareil avec le serveur de base de données. La syntaxe c'est quoi? Vous lancez MySQLadmin et puis sur la même ligne, avant d'appuyer sur Entrée, vous dites -u root, ça veut dire que vous allez vous connecter en tant qu'administrateur du serveur, en fait là vous êtes en local. -p ça veut dire que vous allez que MySQLadmin doit vous demander votre mot de passe.
Et ping, c'est l'action à effectuer. Ping, c'est une fois que je me suis connecté en tant que root et que j'ai donné le mot de passe, MySQL admin, il va faire ping, c'est-à-dire il va envoyer une info au serveur MySQL juste pour voir s'il existe. Et s'il existe, le serveur MySQL va lui renvoyer une info comme quoi il existe. Un autre exemple de MySQL admin, vous avez remarqué que la connexion 34, parce que chaque utilisateur qui se connecte sur une base de données a un numéro de connexion, vous avez remarqué que la connexion 34, elle avait lancé une requête qui en fait faisait ramer tout le serveur, parce qu'il y avait trop de calculs, trop de trucs. Donc vous avez contacté par mail la personne correspondant à cette connexion, et puis par contre la personne en question, vous l'avez appelée par exemple au téléphone, mais elle n'est plus sur son PC, elle ne peut pas arrêter sa requête. Or, sa requête fait ramer le serveur, c'est pas possible, il faut arrêter le traitement de cette requête-là, de cette connexion. Donc vous pouvez le faire en tant qu'administrateur, puisque vous pouvez tout faire. Et vous allez le faire typiquement avec MySQL admin. Vous lui dites que vous vous connectez en tant qu'utilisateur root, que vous allez lui donner votre mot de passe. Et après, l'instruction à faire, que MySQL doit faire, c'est kill, comme si vous étiez administrateur système et que vous étiez en train de tuer un processus sur votre machine. Vous allez dire kill la connexion 34. Une fois que vous exécutez ça, tout ce qui est relatif, toutes les requêtes relatives à la connexion 34, ben ça va s'arrêter puisque la connexion 34 va être bannie, effacée, arrêtée du serveur. D'accord ? Toutes les autres connexions continueront à fonctionner normalement, sans souci. Voilà d'autres exemples. Donc le ping, si vous voulez éteindre proprement un serveur. D'accord ? Malheureusement l'année dernière, je vous ai peut-être montré des fois le mauvais exemple, c'est-à-dire on va dans le gestionnaire de programmes, de processus de Windows, et puis on tue le processus, c'est vraiment pas propre, d'accord ? Ça peut créer pas mal de problèmes dans le fonctionnement du serveur. Et ben, la commande toute simple pour arrêter un serveur, c'est MySQL admin, on se connecte en tant que root, on lui donnera le mot de passe, et après la commande c'est shutdown, juste pour arrêter le serveur. Voilà. Et ça ferme d'une manière propre votre serveur. C'est comme fermer d'une manière propre un serveur MySQL, c'est la même chose que débrancher la prise de courant sur Windows, par exemple. D'accord ? Quand vous voulez éteindre Windows, vous n'allez pas débrancher la prise. Parce qu'après, votre Windows, il va vous dire « Oh là là, ça s'est mal passé au dernier arrêt. » Voilà. Si vous faites ça 20 fois de suite ou à chaque fois, au bout d'un moment, vous allez fusiller votre Windows. Et bien, c'est pareil. Si jamais on va dans le gestionnaire de processus et qu'on tue le processus MySQLD à chaque fois pour arrêter le serveur de base de données, au bout d'un moment, votre serveur, il faudra le réinstaller parce qu'il ne fonctionnera plus. Alors que là, c'est comme si on appuyait sur le bouton arrêter de Windows. C'est propre et c'est fait pour ça. Donc là, c'est pour tuer une session. Ça, c'est pour faire afficher la liste des sessions. Et puis ça, c'est pour tuer la session 34. Ça, c'est pour créer une base de données. Par exemple, je veux créer une base de données et je veux l'appeler SM, ma base de données. Ben, create SM. Voilà. Je veux me connecter à MySQL en mode texte. Ah oui, alors pardon, ça c'est MySQL admin. Pareil, même genre d'appel, si vous voulez utiliser le client texte MySQL, d'accord, vous avez juste ça à disposition, vous n'avez pas encore installé le Workbench, donc vous voulez faire une requête. Vous voulez vous connecter en tant qu'utilisateur root avec le password Toto, et bien ça s'écrit comme ça. D'accord ? Bref, tous ces outils qui sont des petits outils en mode texte, c'est-à-dire en mode pas très convivial pour l'instant pour vous, ils sont en fait très pratiques parce qu'ils peuvent nous permettre de faire les commandes de base sans avoir à passer par une interface lourde, même si conviviale, comme le Workbench. Donc là, après, on a quelques exercices, on verra ça en TP. Donc ça, c'est les outils. D'accord ? Ces outils-là, et notamment MySQL admin, il faut savoir que ça existe et il faut pouvoir l'utiliser dans ses fonctions basiques. La deuxième connaissance à avoir pour faire un petit peu d'administration en MySQL, c'est de savoir comment sont structurées les données. S'il vous plaît. Alors, vous avez... Donc, quand vous installez votre serveur, vous avez un répertoire data. Alors, il est appelé data ou peu importe, il y a un répertoire qui contient les données. Qui contient toutes les données gérées par le serveur. Donc, toutes les bases de données qui sont gérées par le serveur, et puis les bases de données système aussi, qui lui permettent de gérer le serveur, les utilisateurs et toutes les autres bases de données. Dans ce data directory,
vous allez avoir des sous-répertoires. Vous allez avoir un sous-répertoire par base de données. Si j'ai créé une base de données Shuttershop, je vais avoir un sous-répertoire du Data Directory qui s'appellera Shuttershop. Vous allez avoir un sous-répertoire MySQL qui contient toutes les informations requises par le serveur pour fonctionner, typiquement tous les droits d'accès notamment, mais plein d'autres infos aussi. Vous allez avoir un répertoire Performance Schema, un répertoire SYS et un répertoire NDB Info. Tout ça, ce sont des répertoires avec des bases de données, enfin avec une base de données à chaque fois, qui vont contenir des infos utiles au système pour qu'il puisse fonctionner correctement. Typiquement, ce sont ces répertoires-là qui sont créés à l'initialisation du serveur. Et puis vous allez avoir une base de données qui s'appelle Information Schema, qui est une base de données standard. Si vous vous connectez en tant qu'administrateur, vous vous faites afficher la liste de toutes les bases de données du serveur, celle-là doit apparaître. Mais elle ne correspond pas à un sous-répertoire du Data Directory. En fait, c'est une base de données qui est virtuelle, qui est créée en direct. Et puis vous avez donc cette base de données MySQL. La base de données MySQL dans le serveur de base de données MySQL. C'est une base de données qui s'appelle MySQL, d'accord ? Comme on aura une base de données Shuttershop ou comme on pourra avoir une base de données TP1 MMI, enfin bref. Dans cette base de données-là, qui est créée à l'initialisation, vous avez quoi ? Vous avez des infos, vous avez entre autres ces tables-là, toutes ces tables-là, donc des tables qui décrivent les données relatives aux droits des utilisateurs. Donc tout ce que vous allez paramétrer pour dire un tel il a le droit de faire ça sur telle ligne de telle table dans telle base, ça va être stocké ici. D'accord ? Et puis des tables qui vont décrire les objets système, donc les procédures, les fonctions, les événements, etc. Vous allez aussi avoir des tables sur les logs du serveur, on reviendra sur ce que c'est qu'un log, sur le système d'aide, sur les mécanismes des zones temporelles, bref, sur tout ce qui va faire fonctionner le serveur et qu'on n'aura pas le temps de voir, en tout cas pas en totalité. Bref, tout ça pour vous dire, cette base de données MySQL, si vous la supprimez, il n'y a plus rien qui marche. D'accord ? Donc typiquement, vous allez avoir par exemple une table user qui va vous donner les utilisateurs, leurs mots de passe, leurs droits d'accès. Une table DB qui va stocker tous les droits d'accès d'un utilisateur sur une base de données, etc., etc. Tout ce qui est droit d'accès, ça se trouve dans MySQL. Bien, c'est bien de savoir, parce que ça veut dire que il y a un moment donné, si jamais vous avez besoin de savoir pour tel utilisateur, est-ce qu'il a le droit d'accès sur telle base de données, vous savez que c'est dans la base de données MySQL. Donc il suffit, entre guillemets, de faire une requête select from sur cette base de données-là, et vous allez avoir l'info. D'accord ? Alors après, on a la base Performance Schema, la fameuse qui n'est pas stockée en dur. En fait, cette base-là, elle contient toutes les données permettant la surveillance de bas niveau de tout ce qui se passe dans le serveur. Donc on récupère ces données en fait par des requêtes select. C'est-à-dire que si vous voulez visualiser le contenu de cette base-là, il faut faire un select avec cette base-là. En fait, cette base-là, ce qui est intéressant, c'est que dans le Workbench, vous avez une synthèse graphique des données qui sont dans cette base de données Performance Schema. Donc en fait, c'est très sympa pour un administrateur parce que dans cette base Performance Schema, vous allez avoir toutes les données qui vont vous renseigner sur est-ce que le système fonctionne bien ou pas. Quelle est la charge du système, quel est le nombre d'utilisateurs en ce moment du système ou il y a quelque temps du système. Alors vous pouvez aller le voir en faisant des requêtes select, mais c'est un peu laborieux, ou vous pouvez aller dans l'interface graphique sympa du Workbench qui ne présente pas tout, mais qui présente les statistiques les plus intéressantes. Par exemple, ici, vous avez le statut réseau, donc le nombre de connexions réseau. Ici, là, par exemple, on voit qu'on a quasiment calme plat, il y a très peu de connexions réseau sur notre serveur. Si jamais beaucoup d'utilisateurs se mettent à interroger notre serveur, là, vous allez avoir la courbe en bleu qui va monter. D'accord ? Et puis, à un moment donné, ça va s'arrêter. Si vous voyez que ici, la courbe en bleu, elle est plate, mais tout en haut, ça veut dire que en fait, votre serveur il est saturé. Il y a plus de connexions, de demandes de connexion que de connexions possibles. Donc là, ça peut vous mettre la puce à l'oreille sur qu'est-ce qui se passe ?
pourquoi est-ce que tout d'un coup il y a plein d'utilisateurs qui veulent accéder à ma base de données. Là vous avez le cache mémoire en gros utilisé pour les tables. En gros c'est si ça reste dans le vert c'est bon, si ça passe au rouge c'est qu'il y a un problème de mémoire. Peut-être qu'il faudrait en rajouter, peut-être qu'il faudrait configurer la mémoire cache, celle qui est utilisée par chacune des requêtes, différemment. Voilà. Peut-être que vous avez sous-dimensionné l'espace mémoire. Pareil, après, là vous avez des statistiques d'usage reliées au moteur InnoDB. Si là vous avez 100% d'usage pour le moteur InnoDB, ça veut dire que vous avez peut-être trop de requêtes ou qu'il y a un problème quelque part. D'accord ? Tout ça, c'est très sympa, c'est graphique, c'est dans le Workbench, donc c'est chouette. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres informations dans la base Performance Schema, parce que tout ce qui est affiché là, ça vient de part de cette base de données là. Et ce sont des indicateurs qui vont vous permettre de savoir si tout se passe bien dans votre base de données ou pas. Et enfin, vous avez la base de données Information Schema. Donc il y a un ensemble de tables en lecture seule. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de update, vous ne pouvez pas faire d'insert, etc. C'est le dictionnaire de données en fait. D'accord ? Alors, par exemple, ça contient quoi ? Ça contient le nom de toutes les bases de données. Ça va contenir le nom de toutes les tables d'une base de données. Le nom et le type des données de toutes les colonnes de toutes les tables d'une base de données. C'est vraiment le dictionnaire où vous allez retrouver en gros tous les éléments qui constituent vos données. Il n'y a pas de fichier physique, d'accord ? Ça, c'est une base de données qui est en fait recréée à chaque fois que vous démarrez le serveur. Cette base de données-là, elle se recrée en allant voir vos données, parce qu'il n'y a pas besoin de la stocker. Et ça permet d'avoir des informations qui peuvent être utiles. Donc, maintenant, on a la connaissance de base de MySQL. Et on va passer aux tâches d'administration. On a dit les tâches d'administration, c'est la gestion des utilisateurs, la surveillance. On vient de voir très vite des outils de base pour effectuer la surveillance du serveur. Et puis, c'est aussi la gestion des sauvegardes. Comment on sauvegarde, comment on restaure. On va passer à la gestion des utilisateurs. Alors, la gestion des utilisateurs, c'était ce qu'on disait précédemment. Il y a différents types d'utilisateurs. Et chaque utilisateur ne va pas avoir les mêmes droits que les autres utilisateurs. Donc, les utilisateurs du serveur, c'est ceux qui se connectent au serveur. D'accord ? Quand on est sous le Workbench et qu'on clique sur se connecter, qui nous demande le mot de passe, qu'on lui met root, comme l'année dernière, et qu'on appuie sur entrée, que pof, ça y est, il nous affiche l'interface avec le contenu des bases de données et autres. Là, on s'est connecté. Le Workbench est connecté en tant que client au serveur MySQL. Et nous, en tant qu'utilisateur, on est utilisateur du Workbench. Mais concrètement, c'est le Workbench qui est le client. Alors, dans le cadre de notre étude de cas, donc Shuttershop, c'est l'application qui va se connecter au serveur MySQL. D'accord ? C'est l'application, alors front-end d'un côté, front office d'un côté, back office de l'autre. On va donc créer ces utilisateurs. On aura donc un utilisateur pour le front office et un utilisateur pour le back office. Et puis, on va créer des droits spécifiques pour ces deux utilisateurs-là. Un droit sur une base de données, ça veut dire le droit de faire quelque chose. Le droit de faire tel genre de requête. C'est ce qu'on appelle aussi un privilège. Voilà, un privilège, c'est le droit de faire une action particulière sur un élément particulier dans une base de données. Donc la base de données MySQL, elle va gérer deux choses pour les droits d'accès. Elle va gérer les connexions, et elle va gérer les droits ou les privilèges qui sont attribués aux connexions. Alors, c'est dans la base MySQL. Tout ça, ça va être stocké dans la base MySQL. Alors, comme c'est une base de données, on peut faire des inserts à l'intérieur. On peut faire des updates, on peut faire des deletes si on veut, si on est root. Alors, on peut faire ça, mais attention, ça nécessite de connaître très bien le fonctionnement de cette base MySQL. En fait, c'est un peu risqué, d'accord ? Du coup, on va passer par un outil supplémentaire, en gros par un type de requête supplémentaire,
Ce ne sera plus du select from where, ça ne sera plus du insert into, update, delete. Ça va être des commandes qui sont utilisées spécifiquement pour créer des utilisateurs et attribuer des droits à des utilisateurs. Create user, rename user, drop user, set password, grant, revoke. Tout ça, ça permet de gérer les droits d'accès. Et ça permet d'éviter de faire des inserts ou des updates qui seront mal écrits directement dans la base MySQL. Donc pour gérer les droits, on ne fait pas ce genre de requête-là dans la base MySQL, on passe par ces commandes-là qui globalement forment ce qu'on appelle le DCL, le Data Control Language. Alors comment on fait pour créer un utilisateur? Très basiquement, on a deux possibilités, soit la commande create user, c'est assez explicite, soit la commande grant usage. Grant usage, littéralement, ça veut dire attribuer le droit d'utiliser. En fait, grant, c'est attribuer un droit. Et usage, c'est le fait d'utiliser. Il est plus intuitif, enfin de mon point de vue, d'utiliser create user. Donc, create user, comment ça s'utilise? On donne le nom de l'utilisateur, le nom du client. On donne son hôte, c'est-à-dire l'adresse IP de sa machine à partir de laquelle il a le droit de se connecter. Et on donne son password. Ces trois infos-là sont nécessaires pour qu'une connexion puisse s'établir. Create user, login, ça c'est le nom du client. @host, c'est le nom de l'hôte. Donc dans host, on peut mettre une adresse IP ou on peut mettre une adresse autre à partir du moment où sur votre serveur réseau, il y a un DNS qui permet de faire le lien avec une adresse IP. Bref. Et puis identified by, ça vous permet de donner votre password. Même genre de syntaxe, grant usage, alors là, il y en a on, étoile, point étoile, pour dire qu'on donne l'usage globalement de la base de données. Pour l'utilisateur login, qui va se connecter à partir de la machine host et qui donnera comme password. Alors on peut utiliser la chaîne vide à la place du login. La chaîne vide, c'est deux apostrophes, donc des simples guillemets, sans rien entre les deux. Attention, ça crée des utilisateurs anonymes, donc en fait, on peut le faire, mais il faut éviter. Et puis pour l'autre, on peut remplacer un hôte précis, une adresse IP précise par n'importe quelle adresse IP, et ça c'est le caractère % qui permet de remplacer ça, de faire ce remplacement. Et puis quand on donne le password, on le met soit en clair dans après identified by, ou alors on peut le fixer avec cette syntaxe-là, set password for, donc on fixe le mot de passe pour l'utilisateur login à partir de la machine hôte. Égale quoi? Égale le password en clair. Par contre, il ne faut pas oublier d'utiliser la fonction password, d'accord, qui va transformer le password en clair en un password crypté. C'est le password crypté qui sera stocké dans la base de données. Alors, quand vous voulez vous connecter, du coup, ça c'est pour créer un utilisateur. Quand vous voulez vous connecter, et je terminerai par ça, quand vous voulez vous connecter, il y a deux informations. La machine regarde deux informations. D'abord, la machine regarde le nom de l'hôte, c'est-à-dire le serveur va regarder la machine à partir de laquelle vous essayez de vous connecter. Et si elle trouve une ou plusieurs connexions possibles à partir de cette machine-là, un ou plusieurs utilisateurs qui sont autorisés à se connecter à partir de cette machine-là, elle va regarder le nom de l'utilisateur. Mais d'abord, elle regarde la machine à partir de laquelle vous vous connectez. Autrement dit, si j'ai créé que des utilisateurs qui peuvent se connecter en local, j'ai installé mon serveur de base de données, et tous mes utilisateurs sont censés se connecter directement sur cette machine-là. Donc, ils ne peuvent se connecter que de cette machine-là et pas d'une autre machine distante. Si j'essaie de me connecter d'une machine distante, ça ne marchera pas. Pour ce faire, le serveur va regarder la table user qui contient les logins, les triplés login, password et hôte. Elle va regarder l'hôte. Si l'hôte correspond, elle va regarder le login. Puis après, elle va regarder, évidemment, elle va vous demander le password. Il faut que ça matche. Si tout va bien, la session de travail démarre.
et qui prendra fin à la déconnexion de l'utilisateur. Sinon, il n'y a pas de session. Enfin, si on veut, on peut supprimer des utilisateurs avec cette commande drop user et renommer des utilisateurs avec la commande rename user. Alors, quelques exemples de création. Par exemple, là, on crée l'utilisateur Martin. On dit qu'il a le droit de se connecter uniquement pour cette connexion-là à partir de la machine mt32.yahoo.com. C'est-à-dire que si Martin il essaye de se connecter à partir d'une autre machine, il n'y arrivera pas. En tout cas, pas avec cet utilisateur-là. Identified by, et ça c'est son mot de passe. Là, vous voyez que j'ai mis un 1%, ça veut dire que avec cet utilisateur-là, Martin, il a la possibilité de se connecter de toutes les machines du domaine yahoo.com. Alors, s'il se connecte d'une machine qui n'est pas dans le domaine yahoo.com, il ne pourra pas se connecter, mais si c'est un employé de chez Yahoo et qui se connecte d'une machine de chez Yahoo, il pourra se connecter parce que là, ça veut dire ce caractère-là remplace toutes les chaînes possibles, donc toutes les machines possibles, tous les noms de machines possibles. Si je ne mets pas d'utilisateur là, alors je crois que ça veut dire que c'est pour toutes les machines que ça marche. C'est la même chose ici. Si je crée l'utilisateur Toto et si je mets comme nom d'autre %, s'il vous plaît, il reste 2 minutes. Si je mets l'utilisateur %, ça remplace toutes les machines de tous les domaines. D'accord ? Ça peut être la machine sur laquelle est installé le serveur, ça peut être n'importe quelle autre machine. Quand j'utilise le grant usage, c'est pareil, on étoile point étoile, on verra plus tard, dans le détail ce on. Et puis on peut fixer un password pour Toto avec cette commande. Alors, le principe, quand MySQL reçoit une demande de connexion, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il regarde d'abord la machine et ensuite il regarde le login. Un exemple. Vous avez dans MySQL 6 utilisateurs qui sont définis comme ça. Donc un utilisateur Pierre qui lui peut se connecter de toutes les machines. Son password c'est admin, il a le droit de tout faire. Un autre utilisateur Pierre qui lui peut se connecter que des machines dont l'IP commence par 192.168. Il n'a pas de mot de passe et il peut faire un select et un insert. Et puis etc. Alors là la question, si vous avez compris comment ça marche, c'est Pierre veut se connecter, il est en local, donc il est en localhost. D'accord ? Son IP c'est localhost, enfin, c'est pas une adresse IP. C'est localhost. La question c'est quel sera son mot de passe ? Est-ce qu'il peut se connecter ? Est-ce que Pierre connecté en localhost correspond à une de ces connexions ici ou pas? Alors la machine regarde d'abord, le serveur regarde d'abord la machine à partir de laquelle l'utilisateur se connecte et pas le login de l'utilisateur. Donc Pierre se connecte en localhost. D'accord ? Donc localhost, on regarde. Localhost, ça pourrait être cette machine-là. Parce que ça, c'est toutes les machines. Ça peut pas être... enfin... Localhost, ça dépend comment... normalement, l'adresse IP de localhost, c'est 127.0.0.1, je crois. Donc ça peut pas être cette machine-là. Ça peut être cette machine-là. Ça peut pas être cette machine-là. Ça peut pas être cette machine-là. Et ça peut être cette machine-là, puisque là, c'est direct localhost. Donc là, on a déjà fait le tri. Il n'y a que 3 connexions qui seraient possibles pour Pierre. Il y a cette connexion-là, celle-là et celle-là. Alors après, on va regarder... Alors, comment est-ce qu'on détermine, par exemple, entre une connexion générique avec %, et une connexion localhost? Eh bien, la machine va prendre la connexion en premier qui sera le plus détaillé. C'est-à-dire qu'on va d'abord chercher à se connecter avec localhost, parce que localhost, c'est plus détaillé que toutes les connexions possibles. Donc là, localhost, on va chercher à se connecter en localhost en premier. Eh bien oui, c'est bien localhost des deux côtés. Donc, on va vérifier si l'utilisateur est bon. Là, il y a utilisateur anonyme. Là, il y a, un utilisateur qui s'appelle Pierre. Donc, ce n'est pas le même utilisateur. D'accord ?
Ici, on peut se connecter sans donner de login, alors que là, Pierre, il a donné son login, c'est Pierre. Donc il pourrait potentiellement se connecter, Pierre, s'il ne donne pas son login. S'il dit je me connecte juste en tant que localhost, mais je ne dis pas qui je suis. Là, comme il dit qui il est, il ne peut pas se connecter, tout simplement. Parce qu'on va chercher d'abord à regarder le nom de la machine. Ok ?